Attention, l'histoire que vous vous apprêtez à écouter aborde des sujets sensibles comme des opérations, des examens médicaux détaillés et des difficultés psychologiques. Nous vous laissons juger si cela est entendable pour vous. Prenez soin de vous. Et en fait, tout le but du jeu, c'est de pas bouger puisque, il faut pas arracher ses tuyaux. Donc on est en position, assise, on n'a pas le droit de bouger les jambes. Moi, ça a été mon plus gros challenge sur ces 12 jours, c'est de rester complètement, immobile. Au moment où on m'a parlé, du fait que j'allais être héliporté, sur l'hôpital de Marseille qui se situe quand même à 1 heure de route, d'Avignon, là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un réel gros problème puisque, je sais qu'on n'héliporte pas des gens comme ça. Il s'agit de vraies urgences. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène Et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Une vie tranquille, un nouveau job d'agent hospitalier dans le service technique d'un hôpital du sud de la France. Et puis, un jour, tout bascule. Une fatigue persistante, un essoufflement, un malaise, rien d'inquiétant, peut-être juste un coup de fatigue. Et pourtant, Sébastien se retrouve du mauvais côté du lit d'hôpital. Dans ces chambres qu'il avait l'habitude de réparer, c'est lui qui devient le patient. Comment est-ce possible ? Comment la vie peut-elle basculer aussi brutalement ? Le diagnostic tombe, myocardite fulminante. Dès lors, un nouveau quotidien s'impose à lui. L'hôpital devient sa deuxième maison. Les cardiologues, rythmologues et réanimateurs rythment désormais ses journées. Son cœur est trop fragile pour tenir seul. Le Life Vest et l'ECMO prennent le relais pour le maintenir en vie en attendant l'implantation d'un défibrillateur cardiaque. Et ce n'est que le début d'un long combat. Aujourd'hui, Sébastien revient sur ses 4 années de bataille. Il nous raconte les peurs, les doutes, les découvertes, mais aussi la résilience qu'il a portée jusqu'ici. Il a choisi de témoigner pour partager son histoire, sans tabou, pour sensibiliser, pour donner de l'espoir à ceux qui traversent l'épreuve d'une pathologie cardiaque, qui, comme pour lui, s'est imposée du jour au lendemain, sans prévenir. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter en nous donnant du coup ton prénom et ton nom si tu le souhaites, ton âge, où tu vis, ta profession et enfin ton lien avec les pathologies cardiaques. Et bonjour, je me présente, je m'appelle, Bettenant Sébastien, je vis sur, Avignon. Je suis, menuisier de métier, ma pathologie, c'est une cardiomyopathie dilatée, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment, du coup, cette pathologie cardiaque est entrée dans ta vie ? Cette pathologie est arrivée, à la suite d'une myocardite fulminante, voilà, qui est, on va dire, une infection du muscle cardiaque. Et est-ce que tu connais la cause de cette, de pourquoi est-ce que tu as eu un problème cardiaque ? Est-ce que c'était prévisible? Ou tu avais pas d'antécédents particuliers de ce côté-là? Alors du coup, non, moi j'avais pas du tout d'antécédents médicaux du tout. En fait, c'est une myocardite qui est arrivée, soudainement, qui peut arriver dans plein de contextes, d'origines diverses. Pour ma part, la cause est une très mauvaise réaction à un vaccin, voilà. Est-ce que tu peux un peu, nous raconter quels étaient tes premiers symptômes et comment est-ce qu'en fait, tu as pu voir que c'était ton cœur qui souffrait et qui te mettait dans on va dire, qui te causait des soucis, de santé?
Alors moi, du coup, j'ai pas mis ça tout de suite sur, un problème, cardiaque. J'ai eu des symptômes qui étaient plutôt digestifs au début. Et en fait, sur 24 heures, je suis passé d'un état nauséeux à des sueurs froides, ensuite à une fatigue extrême, vraiment une grosse fatigue extrême et des difficultés respiratoires. C'est ce qui m'a fait prendre conscience que c'était, un petit peu plus, sérieux qu'un problème digestif, voilà. Et du coup, tout ça, ça s'est enchaîné super rapidement. Enfin, je veux dire, de l'état nauséeux à un problème respiratoire, est-ce que ça te pousse à consulter tout de suite? Est-ce que tu dis: «J'attends»? Comment ça se passe? Eh bien, déjà étant, personnel hospitalier, j'avais pas forcément envie d'aller, aux urgences, de l'endroit où je travaille, voilà, et c'est ce qui m'a fait, patienter, presque 48 heures chez moi avant de prendre la décision, parce que je sentais que mon état se dégradait, de m'orienter vers, les urgences, de l'hôpital où je suis employé, voilà. Est-ce qu'une fois que tu arrives aux urgences, est-ce que tu veux bien nous décrire un petit peu ton parcours, médical, à partir du moment où tu te présentes là-bas et quels sont les médecins que tu vois? Quels sont les examens que tu fais? Et et un petit peu le cheminement jusqu'à un diagnostic de pourquoi tu te sens comme ça? Du coup, moi, je me présente aux urgences où tout de suite on remarque, un gros problème, en étant, scopé, on va dire. Je suis orienté tout de suite en soins intensifs, où je vais passer ce qu'on appelle une coronarographie. Donc c'est un examen qui permet de vérifier si, vous avez des artères bouchées. Et là, en fait, on voit qu'il y a pas de problème d'artère, mais, il est détecté tout de suite, une dysfonction, cardiaque, assez grave. Et donc, au bout de quelques heures, je vais être directement, héliporté sur, le centre hospitalier de la Timone, sur Marseille, qui bénéficie d'un plus grand plateau, technique, je dirais, et où, je vais arriver, pratiquement directement en réanimation, cardiaque. Là où je serais placé, sur un coma artificiel, le temps de me brancher à cette fameuse machine qu'est l'ECMO. Et s'ensuivra, une vingtaine de jours de réanimation avec, une sortie après de nouveau en soins intensifs, puis en cardiologie, puis en centre de rééducation. Voilà, c'est un parcours, assez long, voilà. Ouais, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Quand on te dit: «On va te héliporter», qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que souvent quand on dit, «On va vous transporter en hélicoptère», c'est que c'est assez urgent et est-ce que toi, à ce moment-là, tu pensais que c'était autant urgent que ça ou pas du tout? Du coup, moi, en fait, je me posais des questions en soins intensifs déjà, connaissant un petit peu ce genre de service puisque je travaille sur un centre hospitalier. Mais, au moment où on m'a parlé, du fait que j'allais être héliporté, sur l'hôpital de Marseille qui se situe quand même à 1 heure de route, d'Avignon, là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un réel gros problème puisque, je sais qu'on n'héliporte pas des gens comme ça. Il s'agit de vraies urgences, et c'est donc là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas encore, et je savais qu'il était d'ordre cardiaque, mais je ne savais pas encore exactement de quoi il s'agissait, voilà. Du coup, dans le processus de tu es hospitalisé d'abord, du coup, en soins intensifs, du coup, à Avignon, tu es transporté jusqu'à, à Marseille, en hélicoptère. Tu étais conscient tout le long de ce parcours-là, hein? Je suis, oui, je suis, sens un état, qui commence à se dégrader puisque j'ai pas des pertes de connaissance, mais, je suis déjà sous, on va dire, je pense, calmant, avec une fatigue, extrême. Lors de l'hélicoptère, j'ai fait quelques troubles du rythme, donc on voit que le cœur, il commençait vraiment à fatiguer. Et donc, ouais, c'est assez spécifique, hein, même le transport en hélicoptère, hein, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, voilà, à vivre, Alors j'ai jamais expérimenté, mais je veux bien te croire sur parole. Une fois que tu arrives à Marseille, est-ce que tu as des infos, enfin, est-ce que tu as des infos sur, les examens que tu vas passer? Est-ce qu'on te tient au courant un petit peu de qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher sur ton cœur ou pas tout de suite? En fait, tout de suite à la sortie de l'hélicoptère, je sens un climat, d'urgence avec les gens qui me prennent en charge, notamment une anesthésiste, réanimatrice,
qui va me poser énormément de questions pendant que je suis encore, plus ou moins, conscient. Sur plein de choses, des questions d'ordre, intime et autres, voilà, sur l'hygiène de vie et cetera. J'ai vu un petit peu, ces gens, courir autour de moi, se presser à presque à courir avec le brancard, direction, les soins intensifs et la réanimation. Donc j'ai compris que c'était, quand même sérieux, mais je me contentais de répondre aux questions auxquelles on me posait avec, assiduité, voilà, je comprenais qu'il cherchait à connaître la cause de cette dysfonction cardiaque. Alors déjà, au bout de combien de temps tu sais, ce qui t'arrive et que tu vas pas rentrer immédiatement chez toi et que ça risque effectivement de durer, assez longtemps? Eh bien, à la sortie de l'hélicoptère, pour être très précis, hein, j'atterris sur le toit de l'hôpital, à 16h30 de mémoire et en fait, à 21h, déjà on appelle ma famille puisque, je commence vraiment à perdre, j'arrive plus à respirer donc on me met sous oxygène et je me sens, vraiment, un petit peu, pas partir, mais je me sens vraiment très faible et n'ai même plus avoir la force de rester, conscient et les yeux ouverts. Mais donc, je prendrais véritablement, la raison d'être, hospitalisé quand je vais me réveiller en chambre de réanimation où là, je vais vraiment réaliser, que bon, bah, je suis en réa cardio et que, je ne vais vraiment pas rentrer tout de suite. Là, je comprends que c'est quand même assez grave, voilà. Mais du coup, j'étais tellement mal au point, en sortant de l'hélicoptère que j'ai pas eu forcément le temps de me rendre compte de tout ça. C'était très rapide, voilà. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, ton séjour en réanimation, cardiaque? Ça ressemble à quoi, ces journées en réanimation cardiaque? La réanimation cardiaque, c'est un endroit où, vous vous rendez compte tout de suite que c'est une prise en charge assez lourde, hein. Vous êtes dans presque une salle toute blanche, j'oserais dire. Heureusement que j'avais une petite télé. Mais donc, par le nombre de gens qui s'affairent autour de vous, par, tous les équipements que vous voyez autour de votre lit, vous comprenez que vous êtes à un endroit, où je dirais ça rigole pas, hein. C'est pour les états quand même qui sont critiques. Et donc, bah, c'est un environnement qui est un petit peu, au début, un peu traumatisant, mais qui au final, avec, le professionnalisme et la bienveillance du personnel soignant, dans ce genre de service, bon, on arrive à passer cette épreuve, avec du recul sans trop de difficultés, en fait. Voilà, c'est plus impressionnant qu'autre chose, voilà. Ouais, je voulais savoir combien de temps du coup tu es resté en réanimation? Alors moi, je suis resté en réanimation une vingtaine de jours, 21 ou 22, pour être précis et où j'ai passé, 12 jours branché à l'ECMO, voilà, cette fameuse, machine qui m'a permis de survivre, les premières heures à cette, myocardite. Est-ce que tu sais ce que c'est, l'ECMO? Enfin, est-ce que tu saurais dire, à ceux qui nous écoutent, de manière, on va dire, simple et vulgarisée, bien sûr, parce qu'on n'est pas médecin, mais oui, à quoi sert cette fameuse machine? Alors, effectivement, je suis pas médecin, mais pour avoir, côtoyé cette machine, une bonne douzaine de jours, comme ma meilleure amie, je dirais, où on était en tête à tête 24 heures sur 24. Cette machine, en fait, c'est l'ECMO, l'extracorporal membrane oxygénation. C'est une machine qui vous permet de vous aider, d'aider votre cœur et vos poumons. Donc, ça aide et ça remplace la fonction, cardiaque et pulmonaire, ce qui permet à votre corps, quand il a eu, voilà, pour ma part, une inflammation du muscle cardiaque, de suppléer un peu cette fonction et d'aider. Et donc cette machine, elle est là, dans le but de prendre le relais un certain temps et il y a donc un débit, sanguin qui remplace, c'est la machine qui remplace la pompe, qui remplace, le cœur. Et donc ce débit est chaque jour, abaissé, petit à petit jusqu'à ce que le cœur, reprenne sa fonction, du mieux qu'il peut. Voilà, tout ça, c'est couplé, aussi à un gros traitement médicamenteux qui fait qu'on arrive à reprendre une fonction cardiaque et pulmonaire, convenable. Voilà. Mmh. Et du coup, tu étais conscient, avec, cette machine, d'habitude, je pense qu'on est, sédaté.
ça fait quoi, en fait, de voir, cette machine, en fait, qui prend un peu le relais justement de notre cœur et de nos poumons, comme tu dis? En fait, oui, dans ce genre de situation, je pense qu'il y a beaucoup plus de patients, qui sont sédatés. Moi, j'ai été réveillé tout de suite le lendemain de cette grosse sédation ou ce petit, coma, je dirais, artificiel. Hem En fait, bah, on s'y habitue, mais c'est vrai qu'il y a un côté, technologique qui est quand même, impressionnant, hein, puisque, bon, au bout de 24 heures, on est un peu moins, sous le choc et je pense avec un peu moins de drogue, voilà. Et en fait, on prend conscience. Moi, pour ma part, j'ai vraiment pris conscience que cette machine, avec les explications d'ailleurs des perfusionnistes, j'ai vraiment pris conscience que cette machine était là, pour, me faire vivre et elle remplaçait, on me l'a bien expliqué, elle remplaçait mon cœur pendant, ces premières heures, ces premiers jours de réanimation et donc il y a un petit côté extraordinaire, moi qui est dans le bâtiment de se retrouver, raccordé à cette machine qui fait le job de votre cœur, à votre place et voilà avec, le doute, de combien de temps est-ce que tout est bien fait? Est-ce qu'il y aura pas de problème? Et en fait, c'est des technologies qui sont vraiment au point aujourd'hui. On s'en rend compte, là, moi, je m'en suis rendu compte, lors de mon passage. C'est quelque chose qui est géré, très, très, très bien par tous les acteurs de la réanimation, les anesthésistes, les réanimateurs, les perfusionnistes. Voilà, c'est quelque chose qui est, pas classique, mais aujourd'hui qui est bien maîtrisé dans les services, de réa. Et du coup, comment on vit, en fait, avec, cette machine à côté de nous? Est-ce qu'on peut se lever ou pas? Ou faut rester immobile? Alors du coup, non, le challenge avec cette machine, et que du coup, on est branché par, 2 tuyaux, en artère fémorale, donc de chaque côté de l'aine, on a un tuyau qui vient nous faire, rentrer, nous faire, pousser, le sang et de l'autre côté, il est récupéré, pour, aller dans la machine et faire le circuit, extracorporel, hein, comme son nom l'indique et en fait, tout le but du jeu, c'est de pas bouger puisque, il faut pas arracher ces tuyaux, donc on est en position, assise, on n'a pas le droit de bouger les jambes. Moi, ça a été mon plus gros challenge sur ces 12 jours, c'est de rester complètement, immobile, heu et donc tout de suite, et bah, du coup, il faut quand même, il faut quand même se laver, faire ses besoins et cetera, et c'est là que le professionnalisme du personnel soignant, tout confondu, infirmières, aides-soignantes, est super important puisque, vous êtes à la merci, du personnel, hein. Vous pouvez rien faire d'autre. Moi, je pouvais me servir de mes bras, pour manger, mais je veux dire, tout le reste, vous êtes aidés, 24 heures sur 24, hein, avec des équipes qui se relaient et donc on prend conscience aussi là de la bienveillance, du professionnalisme et du côté humain du personnel soignant de ce genre de service. C'est des gens qui sont vraiment à un haut niveau de compétence, voilà. Clair que ça joue vachement sur, bah, le fait de se dire: «Ben, je maîtrise plus rien et du coup, je suis complètement dépendant de ce que le personnel peut faire pour moi» et et ouais, je pense que ça impacte vachement aussi, bah, comme tu disais, bah, l'intimité parce que la toilette, ben, c'est la toilette totale, enfin, ouais, il y a plein d'étapes comme ça, je pense qui sont pas faciles, des caps qui sont pas forcément évidents à passer psychologiquement parlant. En plus du fait d'être, du coup, branché à cette machine qui fait la circulation extracorporelle et donc de son en plus de toute sa santé qui va pas au meilleur de sa forme, je pense que ça joue aussi. C'est ça, du coup, c'est quand même, le gros un gros challenge, cette machine, dans le sens où, bah, on peut pas bouger. On est complètement à la merci du personnel soignant, hein, donc moi, pour ma part, à 36 ans, me retrouver, du coup nu, hein, branché à cette machine, prise en charge par un tas de gens, hein, ce de tout, des aides-soignantes, des infirmières, des anesthésistes réanimateurs, des cardiologues qui viennent vous faire des échos, des radiologues qui viennent vous faire, des radios des poumons, chaque matin pour voir, l'évolution. Et en fait, vous êtes un peu à la merci de tout ça. Psychologiquement, c'est pas évident à vivre, aujourd'hui avec du recul, j'ai tendance à en rigoler même quand je recroise, les gens qui m'ont accompagné durant cette période.
Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est là on mesure vraiment le professionnalisme de ces gens, de ces soignants puisque, j'ai réussi malgré tout à garder, une dignité, voilà, c'est jamais évident d'être un homme, voilà, où, vous avez un tas de gens qui s'occupent de vous, vous perdez toute autonomie. C'est pas évident à accepter, mais avec le recul, c'était pas si grave que ça, voilà. C'était pas le plus gros, sujet. Et du coup, tu es branché à cette machine pendant 12 jours. Ton cœur, finalement, et tes poumons aussi, arrivent à reprendre un petit peu leur fonction, du moins assez bien pour qu'ils puissent, du coup, te débrancher, c'est ça? De cette, ECMO? Oui, donc voilà, c'est ça. Après 12 jours où chaque jour, on vérifie tout, les médecins, les anesthésistes réanimateurs, baissent un peu, le débit de la machine, hem, augmentent un peu certains médicaments, font des réglages pour retrouver, voilà, des constantes, raisonnables afin d'être débranché de la machine. Et aussi le jour où on m'a débranché de la machine, là aussi, ça reste encore, un gros challenge puisqu'il faut attendre 2 3 jours pour voir, que le corps, et le cœur, en l'occurrence, réagissent bien, à tout ça. Et donc, il y a jamais rien de gagné, tant qu'on est en réanimation, hein. On me l'a expliqué aussi, assez clairement. Et donc, il faut y croire et puis, il faut être serein, faire confiance au personnel médical et la preuve en est, ça peut se passer, très, très bien, hein, comme ça a été le cas pour moi, voilà. Quelle est la suite, du coup, de ton parcours? Tu sors, au bout de combien de jours de la réa et pour aller où? Alors c'est plutôt long, mais du coup, en gros, il y a une bonne vingtaine de jours de réanimation. Ensuite, je ressors en service un peu plus, soft que sont les soins intensifs, où je suis équipé d'une Live Vest là, donc c'est un fameux dispositif de défibrillateur, externe. Une sorte de soutien-gorge avec, des batteries qui permet de quand même pallier à un problème de rythme qui pourrait être, fatal malheureusement. Et après, de petit à petit, on sort sur des services plus conventionnels comme la cardiologie, voilà, où on repasse encore une dizaine et une quinzaine de jours sous surveillance, où les traitements sont, réajustés, adaptés, voilà. Tous les traitements qu'on avait en intraveineuse, en réa sont passés, par comprimés, voilà, faciliter les prises de médicaments. Et après, on sort pour ma part, c'était un mois et demi, un bon mois et demi d'hospitalisation, et on sort en centre de rééducation, cardiaque, un centre spécialisé, une clinique, où j'ai été hospitalisé, moi, pendant, 3 semaines, un mois de mémoire, de nouveau. Et là aussi, on apprend à, se remettre debout après une perte de poids, pour ma part, entre 10 et 15 kilos. On apprend à remarcher, à retrouver l'équilibre. Tout ça sous étroite surveillance, avec l'optimisation du traitement aussi médicamenteux dans cette clinique où on apprend à bien prendre son traitement, et à refaire, les gestes de la vie quotidienne, retrouver l'équilibre, la marche, l'effort physique, voilà, tout est surveillé, à l'issue de la sortie de l'hôpital. On est vraiment, dans cette clinique, on apprend à revivre en totale autonomie, sans personnel soignant, voilà. Ce qui te permet, en fait, ça te prépare, en fait, à ton retour à domicile, c'est ça? Pour pouvoir, reprendre un petit peu, donc là, tu reprends d'abord les forces et on va dire, les fonctions, normales que sont, comme tu disais, la marche, l'équilibre, le fait de voilà et j'imagine que chaque chose, doit être un effort assez, important. Hem et comment tu te sens, à l'idée de retourner, chez toi après autant de semaines d'hospitalisation? Mais en fait, c'est là que l'hospitalisation en clinique de rééducation, elle joue un rôle important puisque, on a une petite perte de repères, hein, quand on sort d'un mois et demi, où on est entouré d'infirmières, personnel soignant tous les jours. C'est jamais évident, le retour à la maison, il est un peu, angoissant, je dirais, hein, au début, hein. Et dans cette clinique, on apprend, voilà, à bien gérer, ses prises de médicaments, c'est pas évident. Enfin, pour ma part, au début, j'avais une 13 ou 15 médicaments au jour, donc c'est quelque chose où il faut prendre l'habitude, où on doit être assidu à prendre ces traitements. Et on apprend à reprendre confiance en soi, et retrouver une capacité physique convenable, hein. Pour ma part, moi, j'avais perdu du coup beaucoup de masse, musculaire.
plus de 10 kilos, et donc bah, il faut réapprendre tout ça et ça prend, des jours et des jours, de petit à petit reprendre des efforts physiques, retrouver, de l'équilibre, des gestes sûrs, voilà, de marche et cetera. Puisque vous sortez quand même après 20 jours de réanimation où vous êtes resté alité dans un état qui est tout autre, que celui que vous aviez l'habitude d'être, quoi, voilà. Comment t'as fait pour garder le moral? Est-ce que tu je sais pas, il y a peut-être pas de recette ou il y a peut-être pas, tu peut-être parfois pas gardé le moral. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Moi, ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, pour ma part, je suis plutôt, heu, je suis plutôt, un combattant dans cette vie, je dirais. Donc, j'ai réussi à trouver les ressources, pour garder le moral. Il y a aussi l'accompagnement de tous les soignants, même du personnel, dans le centre de rééducation, qui vous aide à garder, voilà, à être optimiste, à vous projeter et à garder, le moral, dans les jours qui sont un peu moins évidents, puisqu'il y en a, hein, fatalement, hein, quand on est au bout d'un mois et demi, 2 mois d'hospitalisation, on est loin de chez soi, on a perdu tous les repères. Parfois, il y a des jours qui sont un peu plus durs que d'autres. Globalement, moi, j'ai eu, quand même, la chance de garder plutôt un bon moral, ouais, voilà. Je suis plutôt résilient, donc voilà. C'est aussi important de visibiliser le fait que les soignants, bien sûr, ils font les soins, on va dire, qu'on attend, d'eux, on va dire au niveau médical, mais qui participent quand même aussi à faire que moralement, ça aide aussi d'avoir, ces conversations-là avec eux et de partager certaines choses, avec eux. Enfin voilà, je pense que ça aussi c'est important dans on va dire la globalité du métier de soignant. Oui, voilà. Et du coup, comme tu alors moi j'avais une question concernant, le domaine professionnel parce que du coup tu dois t'arrêter quasiment du jour au lendemain de travailler et au final tu peux pas retourner travailler, tout de suite et j'imagine que c'est compliqué aussi avec la rééducation qui suit. Hem, comment est-ce que tu quel a été l'impact en fait de cette pathologie cardiaque sur ton milieu professionnel? Du coup, moi, bah, l'impact, il a été assez soudain puisque c'est un arrêt total du travail, hein, pendant, plus de 18 mois au début, pour me remettre sur pied. Sur ces 3 ans et demi, 4 ans de pathologie, j'ai essayé de reprendre une fois, le travail à mi-temps. J'ai rencontré des petits soucis avec un défibrillateur que j'avais, donc je me suis réarrêté, pour me faire implanter un nouvel appareil et en 2024, début 2024, j'ai essayé à nouveau de reprendre à mi-temps. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon corps, n'arrive plus à encaisser, même une demi-journée de travail pour cause de fatigue, excessive et de beaucoup moins de force physique, voilà. Donc ça demande trop de ressources physiques aujourd'hui de garder, mon emploi. Donc c'est un arrêt total de la vie professionnelle. C'est quelque chose qu'on apprend à accepter aussi et comme on apprend à accepter la maladie. C'est pas évident, surtout, à 36 ans, voilà. Et du coup, est-ce que tu as quand même encore des revenus aujourd'hui ou pas? Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Parce que, bah, effectivement, tu es jeune, et ça te tombe dessus sans rien avoir demandé, en fin de compte. C'est tout l'objet de mes démarches, du moment, je dirais, puisque, bon, il y a quand même des dispositifs qui vous permettent de laisser un peu de temps, hein. Donc, pour ma part, j'ai bénéficié d'un congé longue maladie, ce qu'on appelle, sur une période, de 3 ans, voilà, qui vous permet un maintien de salaire et de vous occuper que de votre santé. Et là, je m'oriente vers, du coup, vers, une retraite pour invalidité, je pense, puisque, il m'est plus possible, vraiment d'effectuer des efforts, ni même parfois de marcher sur des longueurs, moyennes. Donc on partirait sur, une retraite pour invalidité, voilà, dans mon cas. Après chaque cas est un peu spécifique suivant, l'employeur. Moi, je suis du secteur public, c'est encore différent, donc voilà. Et du coup, ça c'est l'impact au niveau, du travail et au niveau social. Est-ce que tu as encore du coup, est-ce que tu sors encore voir des gens, tes copains ou c'est aussi très compliqué de faire ça? Oui, oui, donc il faut absolument garder, une vie sociale. Il faut la mettre, en adéquation avec l'état, physique, et parfois moral, du moment, de la semaine ou parfois même du jour. C'est jamais évident, hein, c'est quand même des grosses pathologies.
où vous avez des coups de fatigue ou des choses comme, des baisses de tension ou parfois des troubles du rythme. Il faut accepter ça et moduler avec ça. Mais oui, il est important de garder, une vie sociale et pour, être très rassurant, moi, j'arrive à garder, une vie sociale qui est forcément un peu diminuée et forcément, différente de celle que j'avais auparavant, d'être malade. Mais j'ai une plutôt bonne, vie sociale, voilà, où je vois des amis, où, je me change des idées, où je fais quand même des activités, hem, avec une autre intensité qu'auparavant. Mais si, il faut garder une vie sociale et l'un ne va pas sans l'autre, voilà. Ouais, aucun souci pour ça. Bah, top, c'est déjà super. C'est pas facile non plus, comme tu disais, de garder ce maintien-là avec la vie sociale, sachant que son état fluctue et on peut pas vraiment le prévoir à l'avance, quoi. C'est ça aussi. Donc beaucoup d'adaptation et concernant, du coup, ta, cardiomyopathie, que tu disais qu'elle était dilatée, est-ce que, tu peux nous dire ce que ça engendre et quels sont enfin, est-ce que tu peux continuer à vivre avec ce cœur-là pendant combien de temps? Est-ce que tu sais? Alors, la myopathie dilatée, il y a plusieurs, formes de cardiopathie, on dira. Pour ma part, c'est une cardiomyopathie dilatée, donc en fait, ça explique que les ventricules, du moins, ouais, un ventricule du moins, ou les 2 ventricules sont dilatés, ce qui donne donc une dysfonction, cardiaque, sévère. Aujourd'hui, comme on dit, on n'a pas de boule de cristal. En revanche, c'est pareil, c'est propre à chaque patient suivant les antécédents, suivant, la morphologie, l'âge et cetera. Heu, En tout cas, on a plutôt bon espoir. Moi, ça fait, 4 ans, que je vis avec, dysfonction du ventricule, gauche, voilà, pour ma part. Donc on appelle ça une fraction d'éjection, ventricule gauche, qui est pour moi, très altérée, ou qui est calculée, récemment à 25. Donc je me suis un petit peu dégradé là ces 6 derniers mois. Je suis passé de 35 de fraction d'éjection à 25. Je me permets juste de dire, que la norme, c'est 65 pour que les gens puissent, en fait, voir où tu en es par rapport à eux. Je pense que c'est bien de le préciser. Oui, voilà, pour être très précis, chez un cœur d'homme, on parle d'environ 65 de fraction d'éjection. Hem Par exemple, au moment où on a décidé de me brancher à l'ECMO, je descendais, à 10 et moins, pour vous donner une ordre d'idée. Et donc je ressors de réa, à 35 environ. C'est resté stable pendant 3 ans avec le traitement, médicamenteux et là, on a remarqué une petite, baisse qui correspondait aussi à une baisse, moi, de mon ressenti et de mes capacités physiques, là, depuis quelques mois. Mais en fait, il y a pas de forcément de règle là-dessus. On peut rester tout à fait, un certain nombre d'années, stable, et d'un seul coup, décompensé comme on dit, entre autres. Mais il y a pas de règle là-dessus. Il faut être plutôt optimiste, et en plus, suivant les patients, vous avez des gens qui vont réussir à faire un footing, à 15-20 de fraction d'éjection et d'autres qui sont à 40 et qui arrivent pas à bouger d'un canapé. Voilà, c'est complètement, différent suivant, la pathologie, suivant, les patients, voilà, les morphologies, les âges. Et du coup, donc tu avances un petit peu, on va dire, à vue. Tu sais pas trop ce qui sera, bon, on va dire, le cas pour les prochaines années pour toi, c'est ça? Oui, voilà, donc il faut garder espoir, toujours, hein, garder espoir, c'est le maître mot. Il faut être optimiste, il faut faire confiance, aux professionnels, de santé qui nous entourent. Hem, Même si moi, depuis le début de mon histoire, je sais que donc, c'est, la pompe, donc le cœur qui est vraiment, abîmé. On est capable aujourd'hui de dire que, malgré, tout ce qu'on a mis en place, le traitement, la présence du défibrillateur et cetera, ça revient pas, la fonction, cardiaque ne revient pas. Donc je sais quand même, que je m'oriente vers une indication potentielle, à une greffe cardiaque à moyen terme.
Et donc on s'y prépare. C'est quelque chose, moi je sais vers quoi je vais me diriger, si, il y a une dysfonction, sévère qui venait à arriver soudainement. Voilà, mais en attendant, il faut, garder espoir, être dans l'optimisme et le combat et faire confiance, au personnel, soignant et aux médecins, par lesquels je suis suivi, ouais. Et du coup, le fait, d'apprendre que tu vas te tourner vers une greffe, qu'est-ce que ça te fait? Tu as de l'appréhension? Tu as de la peur? Ou de même peut-être de l'anxiété? Je sais pas, parce que c'est pas rien, c'est une grosse opération. Alors moi, je savais que je m'y dirigeais, techniquement parlant, voilà. Maintenant, c'est vrai que l'annonce, pure et dure, de la greffe, moi, qui m'a été faite il y a quelques mois, lors d'ailleurs d'une hospitalisation, pour un premier contact pré-greffe, hein, donc moi, je ne suis pas encore sur liste. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, je suis pas pressé, hein, mais c'est quelque chose, voilà, qu'on commence à travailler. L'annonce est faite, officiellement, par, les professeurs et médecins qui me suivent. Moi, j'y travaille, psychologiquement, puisque j'y suis pas encore. Il faut quand même se laisser, du temps et il faut pas, être pressé, je dirais et en rencontrant des gens, comme toi et bah, on s'aperçoit que ça fait partie du parcours, mais que rien n'est impossible et c'est ce qui est encourageant. Donc moi j'ai assez confiance, je m'y prépare, plus psychologiquement, puisque techniquement pour l'instant je n'y suis pas, voilà, j'ai les examens pré-greffe qui d'ailleurs sont plutôt, «bons pour moi» entre guillemets et qui font, que je suis pas, mis sur liste de suite. Voilà, donc on en revient toujours au même, être optimiste, et laisser, les annonces et les choses venir les unes après les autres, voilà. Comme on parle du côté un peu plus psychologique, est-ce que tu te ressens le besoin de te faire accompagner sur le plan psychologique ou est-ce que ça t'a été proposé ou pour l'instant non, tu préfères, faire de ton côté le travail, peut-être seul ou avec tes proches? Donc pour moi, il m'a été proposé, parfois, notamment, en clinique de rééducation, par exemple, où ils aiment bien faire un point un peu, à voir où on en est. Moi, j'ai pris la décision, de me faire accompagner aussi, à l'extérieur, puisque, au début de la pathologie, on a toutes ces annonces qui nous tombent un petit peu, sur la tête, l'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie dilatée, l'implantation d'un défibrillateur et la greffe et cetera. Ça fait beaucoup de sujets à traiter, psychologiquement et je pense que c'est important d'être, suivi pour au moins, faire la part des choses et j'ai tendance à dire, ranger toutes ces informations dans des bonnes cases, dans la tête pour pas, prendre tout de pleine face et se laisser, surmener. La preuve pour moi, 3 ans et demi après, le début de tout ça, je suis plus loin encore de la greffe, du moins je l'espère et en fait, les choses se font les unes après les autres et je pense que c'est important d'être suivi, psychologiquement pour voilà, ne pas se perdre et affronter, toutes ces annonces. Pour garder aussi, une forme de résilience face à tout ça, hein, et une forme de combativité. C'est toujours important d'avoir, des mots, de professionnels de santé que sont, les psychologues ou les psychiatres et puis un bon entourage aussi, ça y fait aussi, beaucoup pour ma part. J'ai la chance d'être bien entouré donc voilà. Et mon côté psychologique est soigné parfois par mon entourage. Non, mais c'est vrai, de le souligner, c'est super important et je pense que ça fait partie aussi du parcours de patient pas juste du côté médical, purement, technique, mais ouais, de la vie à côté, elle suit son cours et d'avoir du soutien, c'est quand même important. Je suis complètement d'accord. Mais le truc, c'est qu'en vrai, tout le monde, trinque, avec la maladie, que ce soit nous ou même les aidants. C'est fou comme, en fait, c'est comme un séisme, on va dire. Il y a l'épicentre, nous, et puis après ça voyage de plus en plus loin et du coup, non, mais c'est bien qu'on ait un soutien, je suis d'accord avec toi et je reviens juste sur la rééducation. Dans le sens où, ben, tu en as eu besoin pour réapprendre à marcher, à retrouver des muscles et concrètement, on y fait quoi? Faut démonter aussi l'idée que, les patients, se reposent. Alors oui, la rééducation non, les cardiaques ne se reposent pas forcément.
La rééducation, ça fait partie, c'est une partie, intégrale du maintien en forme. Bon, après, ça dépend des pathologies. Moi, pour ma part, du coup, à chaque événement, type, donc du coup, le passage en réanimation où on reste alité pendant, 1 mois et cetera. Donc, il y a des vraies pertes de muscles et cetera, voilà, sur le plan, hem, sur le plan, physique. Hem, après, donc il y a une hospitalisation qui est prévue à chaque fois, à chaque événement comme ça. On a une hospitalisation en clinique pour, tout reprendre, voir si les traitements ont changé. Voilà, refaire un point sur, la capacité physique, du moment, qui a été plus ou moins altérée par, une hospitalisation ou aussi une décompensation. Moi, ça a été mon cas aussi, hein. J'ai eu un moment où j'ai décompensé, comme on dit, donc ça m'a valu, une nouvelle hospitalisation, un nouveau passage en soins intensifs et à chaque sortie de ces événements-là, pour ma part, j'ai été réhospitalisé dans cette clinique spécialisée où on refait un point sur, 3 semaines, un mois et ensuite, où je passe, en hôpital de jour, donc à raison de 3 séances par semaine, hem, où, il est question sur ces séances de renforcement musculaire, d'exercices de tout type, notamment, de vélo, des exercices d'endurance, sur des vélos, sur des tapis de marche, où on est, sous étroite surveillance aussi, où, parfois les traitements, médicaux sont adaptés, donc on reste sous surveillance, étroite de cardiologues et de personnel de rééducation, qui sont bien spécialisés dans la cardiologie, voilà, et donc pour ma part, moi, il y a énormément de rééducation puisque, on a parlé tout à l'heure de combien de temps ça allait durer, avec ce cœur, et cette cardiomyopathie dilatée. Moi, l'enjeu pour moi est de rester stable sur le plan, physique et donc ça comprend, une rééducation et une activité, physique, et sportive, régulière, et aussi, toujours, une assiduité à prendre ses médicaments et son traitement, correctement. C'est ces 2 choses-là qui feront que je vais rester stable le plus longtemps possible et donc ce qui fait que moi sur, 3 ans et demi, 4 ans de pathologie, j'ai passé énormément de temps en rééducation, enfin j'y passe au moins, enfin près au moins 6 mois par an, voilà, en hôpital de jour, avec plusieurs salles, voilà, plusieurs salles de séances de rééducation, parfois espacées, parfois je fais des pauses. Mais moi, le but du jeu, c'est vraiment de garder une activité, physique pour faire pomper le cœur, sous surveillance, voilà, sans aller trop haut, puisqu'aujourd'hui avec le défibrillateur, on essaye de pas se mettre dans le rouge. Mais, c'est vraiment, une surveillance optimale de l'activité, physique couplée à un traitement médicamenteux qui se fait dans cette, clinique spécialisée, voilà. C'est très important dans le parcours médical là, pour ma part. Et du coup, je rebondis dans le sens où tu as beaucoup de séances et comment tu gères en fait, toutes ces séances avec ta fatigue, justement qui vient de la myopathie, dilatée? Mais en fait, ça se fait assez bien puisque, ouais, c'est vraiment une clinique spécialisée. Donc, forcément, on a des jours, moi j'ai tendance à dire, du coup, l'insuffisance cardiaque, c'est comme la météo, hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc il faut s'y adapter, il faut faire avec. Dans ces centres, de rééducation, spécialisés, ils connaissent très bien ce problème-là. Donc, les séances, le nombre de séances, l'intensité des séances est, toujours, adaptée, heu, comme le reste d'ailleurs, à la capacité physique du moment, voilà, à ce qu'on peut donner physiquement. Tout est toujours en adéquation et calculé, voilà, on prend les tensions en arrivant, on regarde, l'état du patient au jour le jour, comment il évolue et parfois on essaye de pas régresser, mais parfois on est sur des plateaux, voilà, d'efforts physiques où on nous laisse le temps de reprendre, de respirer, et on réaugmente un petit peu les curseurs pour essayer d'aller regagner un petit peu de capacité physique. Mais tout ça est vraiment très, très contrôlé et très, très bien fait dans ce genre de centre, voilà. Et je pense que c'est aussi rassurant de se sentir qu'on est aussi bien suivi et soutenu dans chaque partie du parcours, quoi.
On voulait aussi savoir quelles sont les choses qui t'ont marqué, sur ton parcours de patient, que ce soit en positif ou en négatif et ouais, à toi de nous dire. Pour ma part, là, j'ai un petit peu de recul quand même après 3 ans et demi et bientôt 4 ans de pathologie. Bon, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est quand même ce passage en réanimation, avec l'ECMO, ça en fait partie. Mais, globalement, la réanimation, on se rend compte que, avec un peu de recul, c'était quand même un passage, complexe. D'ailleurs, avec le recul, psychologiquement même, on se rend compte qu'on est passé, très, très près de choses, dramatiques. Ça a été un gros combat. Hem, Après pour le reste du parcours, moi j'en tire quand même des bonnes choses. C'est incroyable à dire, mais on apprend à être résilient, on apprend à s'adapter à la situation, on apprend, l'acceptation de la maladie, voilà et dans l'ensemble, je suis quand même agréablement surpris de toute cette prise en charge, au sein des hôpitaux et de la clinique de rééducation. Parce que globalement, enfin moi à 99,99 j'ai rien à redire sur mon parcours médical. Il y a bien eu, 1 ou 2 matins où je me suis levé du pied gauche parce que, ça faisait 1 mois et demi que j'étais pas à la maison, que j'avais perdu mes repères. Mais je veux dire, c'est tellement banal sur tout mon parcours médical qu'en fait, je retiens pas forcément de choses négatives et j'arrive même, à en trouver du positif. Ça peut paraître, dingue, mais, on acquis, je pense, au travers de ces longs parcours médicaux, on arrive à acquérir de bonnes qualités que sont, la résilience, la patience, la combativité, l'espoir. Voilà, c'est des choses que j'avais peut-être un peu moins avant et que j'ai appris, à enrichir, voilà, tout au long de ce parcours. C'est Ouais, je m'y retrouve beaucoup. C'est pour ça que je rigole. Hem, du coup, Sébastien, qu'est-ce que tu aimerais faire, passer comme message aux auditeurs, auditrices, voire même peut-être aux patients, aux aidants et aux soignants qui nous écoutent? Moi déjà, j'ai un espoir, un message d'espoir à passer, pour tous, les gens qui sont victimes d'insuffisance cardiaque, quelle qu'elle soit. Il faut toujours, garder espoir. Ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Le personnel soignant, pour moi, rien à redire, que que ce personnel soignant continue à être, aussi, professionnel et humain. C'est important aussi, hein. Il y a une dimension humaine là, quand on est avec, des soignants 24 heures sur 24, qui s'occupent de vous de A à Z, hein, et qui sont, presque dans votre intimité. Et après, les valeurs aussi que je voudrais transmettre, à l'occasion de cet échange, c'est ouais, c'est la résilience. La résilience, c'est important, hein. La résilience, on m'avait apporté la définition de la résilience comme, l'art de naviguer dans les torrents et c'est vraiment ça. Il faut apprendre à accepter et à s'adapter à ce genre de situation. L'espoir parce que rien n'est impossible. Aujourd'hui, j'arrive à vous le prouver à travers cet échange et j'ai en face de moi une grande maître, dans l'art de la résilience, voilà, qui est, Fanny. Et voilà, il faut du courage, c'est les maîtres mots, c'est ces valeurs-là que j'aimerais transmettre, pour tous les gens qui sont victimes d'insuffisance cardiaque. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Très simplement, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est, en 2 mots, une bonne santé. Heu, c'est tellement simple, tellement évident et tellement, efficace, je dirais. Une bonne santé, tout simplement, voilà et de garder, cet optimisme, dans la vie de tous les jours, malgré, les combats, menés et qui restent à mener, voilà. Bah, nous, on te le souhaite et on te souhaite surtout, de continuer avec ce côté positif et ce côté, combatif, je pense que ça t'amènera, je pense, plein de belles choses pour la suite, et que ça t'aidera sur tes torrents à toi, mais que ça sera une force et donc on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et surtout et ben, peut-être qu'on se reverra pour un prochain épisode, où tu nous raconteras la suite de ton histoire et on espère qu'elle sera, très positive. Bah, moi, j'ai juste à dire merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage qui était mais
tellement important et concis et rempli de valeurs. Enfin, c'était vraiment chouette de partager ce moment-là avec toi. Je suis même presque émue. Et franchement, merci. J'espère que ton parcours, il va continuer sur la bonne voie, comme pour beaucoup de patients, et que tu vas sûrement nous raconter la suite. Enfin, moi, j'y tiens parce que vraiment, c'est une super belle histoire et moi, j'aime bien partager les belles histoires. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que tu veux nous laisser un mot de la fin? Le mot de la fin, il y en aurait plusieurs. Le premier, je vous remercie, vous, pour votre travail. Heu moi, le jour où j'ai entendu, vos 1ers, podcasts, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis tout de suite reconnu, sur certaines, choses. C'est pour ça que j'y participe aujourd'hui, pour faire, partager, une note d'espoir et de joie de vivre, malgré, les pathologies, parce qu'on voit que rien n'est impossible. Je voudrais, remercier, mes 2 sauveuses, qui ont été, une cardiologue et une réanimatrice qui m'ont pris en charge au tout début de mon histoire et à qui je dois beaucoup. Remercier, l'ensemble du personnel soignant, les rythmologues, et cardiologues, rythmologues avec qui j'ai de très bons rapports et qui sont des gens, très humains aussi. J'ai la chance d'avoir un panel de soignants très humains autour de moi. Remercier, mes amis, plus ou moins proches, géographiquement, mais sur qui je peux compter, chaque seconde. Qui permet de garder aussi le cap, moral pour affronter, tout ça et mes 2 frères qui sont mes 2 piliers, bien avant la maladie, mais qui le sont encore, plus aujourd'hui, voilà. Donc un remerciement, à toutes ces personnes et comme dirait, une chère amie, il faut y croire pour 1000. Je dirais que c'est ça le mot de la fin, y croire pour 1000 et rester, être déterminé, en n'importe quelle circonstance, voilà. Bah, c'est parfait, je pense qu'on peut pas mieux dire. Merci beaucoup Sébastien et on se dit à bientôt. Allez, merci à vous. Merci encore, à très bientôt. Et voilà, cet épisode avec Sébastien touche à sa fin. On espère qu'il vous aura bouleversé autant qu'il nous a marqué. Parce qu'à travers ces mots, c'est bien plus qu'un récit médical que vous venez d'entendre. C'est un vrai combat de vie, un chemin semé d'incertitudes, de douleurs, mais aussi de courage et de lumière. Sébastien, on veut te remercier du fond du cœur pour ta confiance. Merci d'avoir accepté de nous raconter ton histoire avec autant de sincérité, de pudeur, mais aussi de lucidité. Tu nous rappelles à quel point tout peut basculer du jour au lendemain, mais aussi à quel point l'humain est capable de se relever, de s'adapter, de se battre, même quand le cœur lâche. Ton témoignage, c'est une claque, mais une claque pleine d'espoir. Et on est fiers de l'avoir partagé aujourd'hui. Notre micro reste ouvert pour la continuité de ton histoire qui, on l'espère, aura un dénouement positif. Si vous avez été touché, n'hésitez pas à faire circuler cette parole autour de vous, parce que la sensibilisation, c'est l'affaire de tous. Et qu'en écoutant, en partageant, en parlant de ces réalités, on devient tous un peu plus acteurs de notre santé et de celle des autres. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur battant.